Bonjour, c'est Stevie de Music Feelings. Il y a très peu de chances que vous ne connaîtriez pas au moins les airs de plusieurs des chansons, ou alors que vous ne connaîtriez pas les chansons qu'on va évoquer dans cette vidéo. Surtout qu'on va commencer par l'une des plus connues, Dans la jungle, Terrible jungle, Le lion est mort ce soir, Moboubé. Que certains appellent encore Awimbowe, Awimbowe. Solomon Linda est un nom que vous connaissez sans aucun doute. C'est le musicien africain qui, comparativement au succès populaire qu'il a pu connaître, a sans doute l'histoire la plus tragique. Parce que là, tout de suite, nous sommes dans les rues de Johannesburg en 1939. Et c'est un jeune homme fringant. Il a grandi avec sa culture zoulou. Il est accompagné par plusieurs de ses potes qui font les ménages par-ci par-là. Ils ont plutôt des petits boulots à Johannesburg. Mais leur passion ultime, c'est bien sûr la musique. Et Solomon a ce petit truc, c'est qu'on appelle en Afrique du Sud le fasi pati. C'est-à-dire qu'il a un falsetto perché super haut et il a grandi avec les codes de la musique zoulou, la manière de l'écouter, la manière de la structurer, et avec ses potes qui sont plutôt des voix graves, ils commencent à faire leur classe, ils se font repérer, et justement il y a un jour un producteur de musique italien qui se dit que ce serait cool de leur faire enregistrer leur premier album. C'est comme ça donc que ces petits gars qui faisaient des petits jobs par-ci par-là ont donc l'opportunité pour la première fois de leur vie d'enregistrer leurs chansons, d'immortaliser leur voix, et ils vont porter avec eux quelque chose de super intéressant, mais qui est le cœur même de cette vidéo, leur culture. C'est-à-dire qu'ils vont entrer en studio et ils vont retranscrire vocalement la manière qu'ils ont toujours eu de chanter. Et vous allez l'entendre tout de suite, c'est une sorte de ping-pong vocal qui va vous sembler très évident aujourd'hui parce qu'il a été beaucoup repris, mais qui est pas du tout évident et qui est très typique en réalité de la culture zoulou. Dans la manière dont il y a un jeu de ping-pong vocal entre les différentes voix, comme si c'était une conversation. Vous entendez ce ping-pong a cappella, les voix graves, et là par-dessus, comme pour saupoudrer le tout, il y a le petit Solomon qui fait les... Désolé pour les oreilles. Non, c'était pour vous faire vivre le truc à fond. Vous entendez comment il saupoudre le truc avec beaucoup de peine et beaucoup d'implication dans la manière dont sa voix est posée à chaque fois. Et au fil des enregistrements, finalement, il y a une chanson qui s'appelle Moboubé. Moboubé, c'est le lion en langue zoulou, et c'est un chant qui est un peu fait pour se galvaniser, te rappeler que tu restes quelqu'un de très fort. Ils l'écrivent sans trop y croire, c'est pas là une chanson sur laquelle quelque chose est misé plus ou moins, et comme vous l'entendez, les enregistrements sont un peu scabreux, c'est un peu fait à l'arrache, et donc quand ils enregistrent Moboubé, à un moment précis, dans son élan de spiritualité, Solomon dit la fameuse phrase « Dans la jungle, terrible jungle ». Ce n'était absolument pas prévu, il improvise la mélodie. Et juste comme ça là, comme si de rien n'était, Solomon Linda venait de créer l'un des tubes les plus connus et les plus populaires de toute l'histoire de la musique. Nous connaissons absolument tous cette mélodie. Et pourquoi? Parce que sur le coup, il est content de son enregistrement, il sait pas trop comment ça va se passer. Certaines chansons sont diffusées à la radio, notamment Moboubé qui prend un peu et qui commence à lui faire une petite notoriété à Johannesburg. Il est payé 10 shillings, ce qui est rien pour l'époque, mais ce qui est ouf pour lui parce que lui c'est un petit employé de ménage. Et l'histoire, dans son esprit, s'arrête là. Le producteur, en revanche, va faire écouter la maquette à plusieurs artistes internationaux. Et c'est comme ça que Moboubé va quitter l'Afrique du Sud, en étant un espèce de succès considérable, mais pas non plus super ouf dans son pays, pour devenir une sorte de succès totalement mondial, porté d'abord par le groupe The Weaver, qui va donc l'appeler Wimbowe. Je trouve que c'est beaucoup plus dur à dire le nom phonétique qu'ils ont donné à la chanson que Moboubé. Mais Wimbowe était un nom beaucoup plus accessible pour les occidentaux. On retrouve, et c'est là, c'est super important, la structure de la chanson, la mélodie, et aussi, ils essaient, vous allez l'entendre, de copier leur style de chant, tout en élaguant ce qui pourrait faire trop rural, la manière dont le chanteur du groupe pose. C'est exactement pour essayer de recréer le petit fasi pati que j'ai fait tout à l'heure de Solomon. On essaie tous quoi. Le concept est vieux comme le monde. On a des artistes africains ou alors des Africains qui font quelque chose. C'est pas assez mainstream, donc du coup, on refait faire par des gens qui ne sont pas africains, qui seront donc blancs. C'est plus facile pour qu'une audience internationale aime et se reconnaisse. Et du coup, ça prend beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement chez eux. On va avoir de nombreuses reprises qui vont aider la chanson à être popularisée, comme celle de Tokens, celle de Henri Salvador pour la France,
celle des NSYNC, celle des stylistiques. Vous connaissez tous la chanson parce que vous avez vu le film Le Roi Lion. Donc elle va être récupérée et réexploitée par Disney. Et on estime les revenus engendrés par cette chanson depuis sa sortie à plus de 100 millions de dollars. C'est-à-dire que le montant est considérable. Mais le paradoxe, vous le connaissez, c'est que Solomon Linda, n'ayant été payé que 10 dollars pour la chanson à l'enregistrement, meurt en 1962 dans la pauvreté extrême parce qu'il n'est même pas capable de se soigner alors que partout dans le monde, on chante sa chanson. L'idée derrière le vol de Solomon est toujours la même, c'est-à-dire que ce sont des Africains, mais c'est une mélodie qui est tombée d'un arbre là-bas au fin fond d'un village, nous on l'a ramassée, ils devraient s'estimer heureux qu'on en ait fait quelque chose, qu'est-ce qu'ils en auraient fait eux? Ça ne veut pas dire grand-chose pour eux d'ailleurs, c'est pour ça qu'on modifie le fameux titre Wimboye, enfin voilà, nous on l'adapte et on fait des revenus dessus, ils devraient plutôt nous remercier. Et c'est pas un discours uniquement occidental, c'est aussi un discours que plusieurs Africains ont souvent tenu et tiennent encore dans cette idéologie-là et qui a aidé à déposséder le travail, mais surtout la profondeur de plusieurs immenses tubes africains. Parce que dans ce cas précis, de toutes les reprises qui ont été faites de Mobube, la seule qui avait pris la peine de signer et de créditer sur sa reprise dans les années 60, la personne qui l'avait écrite, c'était Miriam Makeba. Lorsqu'elle a repris ce titre, elle l'a fait pourquoi? Parce qu'elle est sud-africaine et qu'elle avait très bien compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que effectivement, premier point, Solomon avait popularisé la manière de chanter. Et je vous ai toujours dit sur cette chaîne que l'une de mes scènes musicales africaines préférées, ça a toujours été la scène sud-africaine parce que le chant, la précision, leur école des chœurs est incroyable. Et justement, avec ce moment précis de leur histoire, Solomon popularise à sa propre façon. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il a ramassé par terre. Il prend quelque chose qui existait, il le popularise dans la manière dont sont faits les chœurs pour que ça devienne mainstream, sans le savoir d'ailleurs. Au moment où il le fait juste à sa propre façon. C'est pour ça que cette manière de faire les chœurs, qui s'appelle en réalité Lisa Katamia, est devenue un courant musical à part entière en Afrique du Sud et qui porte donc le nom aujourd'hui de Mobube. Mais surtout, la chose la plus basique, c'est que c'est sa mélodie en fait. D'ailleurs, ils ne vont pas lui porter plainte lorsqu'elle sera la seule à le créditer parce qu'ils savaient, et que cette chimère d'expliquer à chaque fois que les tubes africains sont des espèces de comptines qu'on chante dans les villages et que ça n'appartient à personne, donc du coup, on peut le récupérer pour se faire de l'argent, a uniquement servi aux labels et aux exploitants de Disney à exploiter ce titre pendant plus de 60 ans parce que ce n'est qu'en 2006 qu'il y a eu un accord afin qu'une partie des droits soit reversé de façon très légitime aux ayants droit, aux filles de Solomon Linda qui vivaient dans une pauvreté extrême en Afrique du Sud pendant que Disney se faisait des millions de dollars sur les tubes de leur père, expliquant qu'ils ont ramassé ça dans une forêt zoulou. En fait, dans Mobube, bien sûr, il y a la mélodie qu'on connaît tous, même les petits enfants là, les gamins, mais il y a toute l'histoire même du style musical. C'est-à-dire que de ce chant a cappella là, qui est bien sûr originaire de la culture zoulou, mais il fallait le concevoir, il fallait y penser, le structurer de telle sorte à le caler sur un album suffisamment ouvert pour pouvoir toucher le monde entier. Ça, c'est Solomon qui a réussi à leur donner cette structure-là. C'est son travail, c'est son implication. Mais pensez que n'importe qui va arriver là, il va seulement reprendre l'air. Pas du tout. Un, ce n'était pas un air repris. Deux, structurer ça, le concevoir, l'amener et faire en sorte que ça devienne quelque chose d'aussi riche vocalement, ça appartient à Solomon. C'est la profondeur de ce tube qui dépasse les dessins animés Disney. Quand vous écoutez des groupes comme Lady Smith, Black Mabazo, qui est un groupe très populaire d'Afrique du Sud, et que vous les entendez chanter, ils reprennent le style musical devenu le Mobube et totalement l'idéologie musicale impulsée par Solomon. Nous quittons pieusement les rues de Johannesburg, le temps file et on se retrouve au début des années 60, période cruciale pour de nombreux pays d'Afrique vu que c'est la période de la décolonisation. Et là on va dans un des pays majeurs pour la musique africaine, à savoir le Congo. On se balade dans les rues congolaises en juin 1960, le 30 juin précisément. Et là d'un coup on va entendre une mélodie de ce qui était à l'époque la radio Congo belge.
Les gens sont euphoriques, ils sautent dans les rues, ils dansent, ils font leur meilleur pas, ils sortent leur meilleure chemise parce qu'effectivement, c'est le jour de l'indépendance. La table ronde entre la Belgique et les leaders indépendantistes congolais, notamment Patrice Lumumba, a eu lieu à Bruxelles et le Congo est donc désormais indépendant. Mieux encore, les Congolais le découvrent à la radio. Imaginez l'émotion avec cette mélodie chaloupée, cette rumba corsée portée par la voix de Joseph Kabasele qu'on appelait encore Grand Calais. Nous sommes enfin libres, nous avons gagné, indépendance, tout voilà dans nos mains. Le titre est écrit dans 3 langues parlées au Congo, à savoir le Lingala, le Chiluba et le Kikongo. C'est pour que le maximum de personnes puissent entendre ce message, ce qui va être fait, mais qui va totalement dépasser les espérances des créateurs du titre, parce qu'en réalité, on vient d'entendre là l'un des tout premiers tubes africains pour africains. La radio congo-belge à l'époque a une grosse capacité d'émission, et surtout, ce n'est pas fait par n'importe qui. Le groupe qui fait cette chanson et qui est donc créé par Grand Calais s'appelle African Jazz. C'est un groupe emblématique de la musique africaine parce que dans les années 50, il voit monter justement le mouvement du jazz, il voit monter la rumba et les musiques latines qui explosent partout et tout ça, tout ce carcan-là vient à la base d'Afrique. Sauf que avec tout ce qui se passe autour de la colonisation pour les pays africains, c'est plus difficile pour eux d'exprimer leur art. C'est pour ça que eux vont prendre en contre-coup ces mouvements-là, récupérer les différentes influences parties d'Afrique constituant le jazz, partie d'Afrique, constituant la rumba et plusieurs musiques latines, les réadapter et les resituer dans un univers profondément africain. Et d'ailleurs, le fait de dire cha-cha dans la musique, on retrouve une influence latine sur une bataille profondément africaine. Indépendance, cha-cha. Et donc, African Jazz, en réalité, ce sont nos héros. Si vous pouvez vous lever là, faire le petit salut militaire, parce qu'on parle de... Oui, ce sont de magnifiques héros, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'ils font. Nous sommes donc au début des années 50. Le Congo et beaucoup de pays d'Afrique noire sont donc colonisés. L'idée de se dire qu'on va reprendre des influences, parce que tu es colonisé en fait. Quand tu es colonisé, le patron parle, tu fais ce qu'il dit en fait, il te construit des routes là, tu lui dis merci, merci. Voilà, tu n'as pas trop le droit à l'expression. Et eux, non seulement reprennent à leur compte leurs propres influences en assumant d'être autre chose qu'une simple succursale de la colonie, mais surtout, ils le font en parlant dans leur langue. Le fait de parler en plus dans leur langue, ça exclut directement le colon qui ne peut même pas comprendre ce que tu dis. Et c'est donc comme ça que dans les années 50, sans même avoir besoin de l'exprimer tout de suite, ils étaient déjà un mouvement profondément décolonial et profondément pro-panafricain. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était en mode, on rattrape à la volée ce qui vient de nous et qui est éparpillé partout, et on se le réapproprie avec nos propres problèmes, nos propres problématiques. Et c'est donc comme ça que African Jazz va devenir un groupe culte dans lequel plusieurs grands artistes vont passer, notamment Manu Dibango ou encore, bien sûr, Taboulé. Taboulé, c'est bien sûr l'un des plus grands artistes de tous les temps. C'est une des voix les plus reconnaissables de cette époque-là et c'est lui qui va commencer à populariser plusieurs des chansons de African Jazz. Pour ceux qui voudraient aussi un peu de gossip, c'est notamment L'Homme qui a pour enfant, et je précise vraiment L'Homme qui a pour enfant, pas pour les dénigrer, mais pour vous dire que c'est d'abord lui qui est le père de Youssoupha, le père de Peggy Tabou et le grand-père donc du coup de la rappeuse Shai. C'est plus l'emblème central dans cette époque-là parce que c'est par sa voix au début que plein de gens vont découvrir ce qu'était African Jazz et donc populariser cette rumba congolaise. Et dans la même lignée, Grand Calais va signer un autre groupe qui s'appelait donc cette fois-ci OK Jazz et dans lequel on va retrouver un autre grand monsieur de la musique congolaise, à savoir François Luambo. African music. There are certain groups, a lot of them came out of the Congo. There was an artist called Franco who made unbelievable dance music. It's all in French, so a lot of times I couldn't understand what the words were about, but man, the beats rocked. Great dance music. Pourquoi c'est important? Parce que si vous allez tout de suite au Sénégal, les gens de cette génération au moins connaissent Indépendance Cha-Cha. Vous allez au Bénin, les gens connaîtront Indépendance Cha-Cha. Vous allez au Togo, ils savent ce que c'est que Indépendance Cha-Cha. Vous allez au Cameroun, ils savent ce que c'est que Indépendance Cha-Cha. Ce fameux air-là. Tous les pays d'Afrique noire décolonisés de cette époque-là vont le connaître parce que ça va devenir la chanson de l'indépendance, la chanson de la décolonisation. Et ce qui est magnifique dedans, c'est que l'idéologie est double. Les pays africains dans lesquels la chanson va arriver vivaient plus ou moins ou alors se battaient pour vivre l'indépendance que vivait le Congo. Donc ils célèbrent avec les Congolais ce qui se passe pour quasiment tout le monde. Et ils sont effectivement contents que les Congolais le racontent, même s'ils ne parlent pas exactement tous la même langue. Ils savent que là, les quelques phrases qu'on comprend là, c'est fait par nous, c'est pour nous, ça nous parle à tous. Ils sont libres comme nous sommes libres et c'est un nouvel avenir.
Donc il y a ce premier point qui est le point où beaucoup d'entre eux vivent la même chose. Mais le second point est le point musical. C'est-à-dire que dans plusieurs de ces pays colonisés, parfois c'était assez difficile d'exprimer musicalement ce que tu voulais exprimer et souvent c'était imposé d'écouter toujours ce qui venait de l'extérieur. Ce que fait la rumba congolaise, et quand on voyait les images de l'époque, ce sont des jeunes qui dansent dans les bars et tout, c'est que finalement ils ancrent ce qui n'était que occidental dans l'imagerie totale des Africains en se disant on se réapproprie tout en fait, à la fois notre musique, à la fois notre destin. C'est un peu comme si c'était des zones de Floride de l'époque, parce que quand tu es jeune dans les années 60, tu dois écouter de la musique qui vient d'ailleurs en plus dans ces pays-là. Mais là, c'est fait dans une langue africaine, avec des sonorités qui reviennent sur ce qu'est la musique africaine, et en plus, ça porte un message d'espoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, il y a une sorte de nostalgie ou alors d'amertume par rapport à cette chanson-là. C'est-à-dire que des fois, on se dit, quand on la réécoute, en plus avec l'assassinat de Lumumba, que c'est un espoir qui a été perdu au vu de ce qui s'est passé ensuite. Mais il n'en reste pas toujours que ça a marqué, en restant un symbole fort d'espoir pour de nombreux pays africains, mais surtout que l'idéologie musicale a perduré parce que la rumba congolaise a toujours tenu le bâton. Taboulé a eu plusieurs enfants, plusieurs inspirations, Papa Wemba, Koffi Olomide et même Fally Ipupa. Et vous voyez que, et c'est un des respects que j'ai énormément pour les artistes congolais, ils tiennent toujours cette barre-là. À jamais, ils se sont ancrés dans cette idéologie qui était en fait une idéologie où ils ont porté toute l'Afrique avec eux, en tout cas cette partie de l'Afrique-là, et ils ont toujours gardé le bâton. Quoi qu'il se passe, ils ont toujours les codes de cette rumba-là, qui a tant signifié et qui signifie toujours tant pour l'histoire même de la musique africaine. C'est pour ça que j'étais même ému le jour où ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que je me suis dit quel parcours. Et quand vous les écoutez aujourd'hui, le fait même qu'ils refusent de ne pas chanter autrement que dans leur langue, comparativement à l'histoire, ça force le respect. Vous allez nous voir les taquiner là en disant que des fois dans les chansons ils citent un peu trop de noms en taclant partie des grands monsieur comme Ferregola, mais globalement l'idéologie qu'ils ont promue, même si c'est un peu moins politique aujourd'hui, de façon générale dans la musique congolaise, on retrouve quand même cette lignée depuis African Jazz qui a été énormément porteuse d'espoir et toujours force de fierté pour les pays africains, parce qu'encore une fois ils ont réussi à se réapproprier musicalement quelque chose qui semblait être complètement déconnecté de sa base pour le réinscrire dans l'histoire du futur de l'Afrique. Après les indépendances, parfois il y a eu des réveils ou alors des batailles assez difficiles en Afrique. La tchatch a été passée, ça se passe par exemple au Maghreb, où on parlera par exemple de l'influence des poèmes souvent illustrés en chansons, comme celui de la chanteuse égyptienne Kaltoum, la chanson Hal Atlal. La voix de Kaltoum va porter les forces égyptiennes contre la résistance lors des guerres contre la France, le Royaume-Uni, Israël et aussi lors des défaites. Et d'ailleurs, ce poème illustré qui signifie les ruines et qui sera utilisé par Nasser en 1967 représente bien la démoralisation qu'on va retrouver chez plusieurs pays d'Afrique, notamment aussi au Nigeria. Après l'indépendance, les gouvernements ne sont pas à même d'avoir la vision que la population espérait. Ça crée des tensions. C'est comme ça que Fela Kuti arrive avec ce qu'on appelait donc l'afrobeat, différent de ce qu'on écoute aujourd'hui, l'afrobeat, même s'il en est l'une des inspirations majeures et que l'un des points de chute de Fela Kuti qu'on développera dans une autre vidéo parce qu'on ira bien ailleurs dans plusieurs autres pays d'Afrique dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me dire si vous voulez qu'on le fasse d'ailleurs. Et donc l'un des points vitaux de la musique de Fela Kuti était bien sûr le point politique, se rebeller contre le gouvernement, se rebeller contre la police, les militaires violents contre la population qu'il traitait de pantins, ce qui a donné lieu à l'un de ses albums les plus emblématiques, à savoir Zombie. La bataille contre les institutions d'État, la police et militaires nous mène juste à côté du Nigeria, au Cameroun. Vous avez reconnu l'air, vous avez reconnu cette mélodie, et peut-être que vous vous dites qu'on va refaire une énième fois la fameuse histoire de Shakira, qui a raconté dans une interview à la base, avant de reprendre cette chanson en 2010, qu'elle avait eu la mélodie, le rythme, alors qu'elle marchait sur une plage. Waka Waka it's a dear song to me. You know, it came to me, to answer your question, came to me in the most unexpected way. I was taking a few days off in my farm in Uruguay, and on that walk, boom, it came to me. I got the lyrics and the music of the entire first verse and first pre-chorus. I arrived to the house
I was like, I got it, 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 I know this is it. Sauf que ce n'est factuellement pas vrai, c'est un titre originaire donc du Cameroun, et vous savez que c'est toujours ma petite fierté, parce que avant l'histoire de cette chanson n'était pas du tout connue, j'ai fait une vidéo dessus en 2017 qui a complètement explosé, qui a été traduite dans plein de médias, elle m'a complètement dépassé ce truc, la vidéo où on colle tout et tout, elle est reprise à chaque fois, je la vois sur TikTok, je vois la même histoire reprise maintenant sur TikTok des centaines de fois, mais c'est toujours la vidéo qui fait que vous et moi on se connaissent, parce qu'un jour, je vais à un entretien d'embauche, et lors de l'entretien, le mec me dit à un moment, franchement on aimerait ce genre de format et tout, et il me montre ma propre vidéo. Il me dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Et bah du coup, je lui ai dit que c'est ma vidéo. Il est tellement surpris, il me dit, quoi? Je lui ai dit, c'est moi qui ai fait la vidéo. Et en fait, elle avait été repostée par un compte Twitter, ça avait 5 millions de vues. Et il me dit, mais t'es sûr que c'est toi? Il me croyait pas. Du coup, je lui ai sorti mon ordinateur, je lui ai montré, je lui ai dit, oui, c'est vraiment moi qui ai fait. Et en sortant de là, ils m'ont reproposé le job, c'est toujours un média connu. Et après, je me suis dit, mais si je dois refaire ce que je suis capable de faire seul, même si j'ai pas d'argent, autant le faire seul. Oui, c'est toujours ma petite fierté, donc je vais la raconter autant de fois que possible. Mais en vérité, cette partie-là, le fait que Shakira ait menti, ça a toujours été la blague de l'histoire. Parce que l'histoire est beaucoup plus intéressante vu que nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, capitale de ce pays-là, au milieu des années 80. Il se trouve que dans cette période-là, il y a une tentative de coup d'État. Le président, qui est toujours le même président depuis 41 années, selon lui, ce n'est pas le qui peut, mais le qui veut. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Mais en tout cas, à l'époque, il y a eu un coup d'État. Il décide donc d'avoir une répression assez forte. C'est-à-dire que voilà, beaucoup de militaires dans les rues, il y a des représailles par-ci par-là dans le Cameroun, ce qui va créer un sentiment anti-militaire. Les militaires ne sont pas très bien vus par la population, à l'instar des militaires qui ne sont pas très bien vus par la population nigériane. Pays limitrophe du Cameroun, c'est-à-dire que les militaires, pas bonne presse, pas bonne réputation et tension un peu dans la société par rapport à eux. C'est là que dans la garde présidentielle, il y a un groupe de jeunes, notamment un musicien militaire qui s'appelle donc Jean-Paul Zebella. Il est accompagné de plusieurs de ses compères et des fois ils enregistrent des chansons entre militaires. On leur dit que c'est pas mal et là ils se décident donc d'enregistrer un premier disque. En partant comme ça d'une blague, leur nom c'est The Golden Sound, à l'instar du fait que ce soit la garde présidentielle, et le premier album est enregistré et c'est donc dans cet album qu'on retrouve la fameuse chanson Zangalewa. Le mensonge de Shakira pour pouvoir commettre son vol au début était le même et est d'ailleurs toujours soutenu par certains, à savoir non mais c'est un truc qui était chanté partout en Afrique, nous aussi on connaissait cette chanson, c'est tombé d'un arbre là-bas quelque part, enfin ça veut pas dire grand chose, on chantait juste ça comme ça. Ce qui est encore une fois bien évidemment faux. C'est-à-dire que The Golden Sound, qui est donc créé et qui sort son premier album en 86, c'est un groupe de musique camerounaise fait par des militaires, particularité du Cameroun, très satirique. Ils prennent à contre-coup toute cette ambiance anti-militaire, ils se moquent en étant des militaires des autres militaires et ils reprennent à leur compte les expressions de la population. Sauf que, encore une fois, le Cameroun, c'est un pays avec beaucoup de tribus différentes, beaucoup de dialectes différents et l'une des particularités de ce groupe, c'est qu'effectivement, ils vont utiliser dans plusieurs de leurs chansons plusieurs dialectes différents. Ils ne chantent pas que en langue douala ou alors en langue lingala par exemple. Ils vont utiliser plusieurs expressions appartenant à plusieurs parties du pays. C'est-à-dire que les deux langues officielles dans le pays, c'est le français et l'anglais. Mais dans les chansons de Zangalewa, il y a très peu de français et d'anglais, sauf par exemple sur certains mots ou sur certains refrains. L'essentiel même, c'est soit des paroles de langue camerounaise, soit des mixtes ou alors une sorte d'argot compris uniquement par les Camerounais. C'est donc là qu'intervient Zangalewa qui n'existe pas. En vérité, c'est Za-Anga-Loewa, qui en langue Betty veut dire « qui t'a envoyé ici ?» Pourquoi? Parce que la chanson est censée se moquer des militaires, des jeunes militaires qui trouvent l'entraînement à la garde présidentielle extrêmement dur et donc on leur dit Za-Anga-Loewa. Sauf que dans la chanson et dans la manière de parler des militaires qui parlent tous des langues différentes au début avec leurs accents, c'est devenu Zangalewa. Zangalewa qui en vérité, effectivement, quand on l'entend comme ça, ne veut pas dire grand chose. Mais le sens réel de la phrase prononcée, c'est de façon de demander aux autres militaires, mais qui vous a envoyé ici si vous n'êtes pas capable de tenir la cadence? C'est à la fois donc un son un peu moqueur par rapport aux jeunes recrues, mais aussi un peu galvanisateur pour pouvoir continuer à suivre l'entraînement.
Pareil, za mina mina n'existe pas en fait. C'est za ane mina mina qui veut dire venez vous autres, et waka waka qui est justement l'erreur de Shakira. Et c'est ça qui me fait rire dans l'histoire, c'est qu'elle croit que waka waka c'est un langage pour pouvoir dire marcher, marcher. Elle croit que c'est du pidgin. C'est pour ça qu'elle dit que quand elle marche sur la plage, c'est là qu'elle a le truc qui vient, parce qu'elle marche en fait. Elle veut vous faire comprendre qu'elle marche. Sauf que c'est pas ça que ça veut dire en fait. Elle n'a pas compris sa propre chanson. Waka waka en langue béti, c'est tu te plains 2 fois. Ou alors dans une autre langue du Cameroun, ça peut signifier l'un à gauche, l'un à droite. En gros, les fameux mouvements pendant que vous faites votre échauffement. Pareil, quand elle dit anawa c'est pas du tout anawa c'est anawam, ce qui veut dire maman, et il rajoute donc a. Plus tard, quand elle dit Django et Django, non, là encore c'est une mauvaise récupération de la chanson, parce qu'en gros c'est Yango et qui veut dire attends. Et en gros, la chanson, c'est tout bête. C'est des militaires qui sont en train de s'entraîner. Plusieurs des jeunes militaires n'arrivent pas à suivre la cadence. Donc, en gros, le titre, c'est eux qui disent qu'ils sont fatigués. Les autres leur répondent en leur disant, on vous a pas envoyé ici, qui vous a fait venir? C'est donc Zangalewa qui est en réalité Za Angaloewa qui t'a appelé ici. Et donc, il lui répond ça à ce gars qui dit de son côté que c'est dur, et il appelle sa mère au secours et donc demande d'attendre. C'est globalement ça la chanson qui va beaucoup humaniser vraiment l'image, parce que c'est ça le principe même de Golden Sound. Des militaires au Cameroun, ils vont avoir plusieurs chansons comme Un petit bébé. Ils vont intégrer dans leur groupe beaucoup plus tard une des chanteuses les plus populaires du Cameroun de l'époque qui s'appelait Annie Anzoué, et qui va donc rajouter ces espèces d'histoires de citoyens de tous les jours à ce groupe qui à la base devait leur être austère parce que c'était des militaires, mais qui va finalement devenir quelque chose de très très populaire parce qu'ils vont se moquer des militaires dans plusieurs chansons, mais qui vont adopter eux-mêmes le langage du peuple, avec aussi cette particularité du fait que Zangalewa est une chanson en langue fang, donc du coup certains Gabonais peuvent la comprendre, tout le centre, le sud du Cameroun aussi peuvent comprendre certaines des paroles, mais comme je l'ai dit, les textes en général de la formation mélangent plusieurs des langues camerounaises, et donc de fait, parfois quelqu'un peut comprendre au Cameroun, l'autre ne comprend pas, mais c'est ça qui faisait le socle, la division et la drôlerie de plusieurs des histoires de ce groupe qui va finalement prendre son nom là. Ils ne vont plus s'appeler les Golden Sound au vu du succès de la chanson, ils vont donc devenir les Angalewa. Et il y a aussi une histoire particulière autour de cette chanson, c'est que moi en tout cas, j'ai jamais réussi à savoir si le gouvernement avait perçu l'effet que ça pouvait avoir. Parce que très rapidement, c'est un titre qui a été super poussé par les médias camerounais officiels dans plusieurs pays. C'est pour ça qu'en réalité, plein de personnes vous disent souvent que oui, comme Shakira et plein d'autres d'ailleurs vous disent que ça ne veut rien dire, que c'était chanté dans leur pays et ce genre de choses. C'est parce que oui, ça a été très très vite poussé pour une chanson camerounaise dans plein de pays, envoyé poussé par l'État camerounais de façon démocratique, et effectivement ça s'est ancré dans plusieurs cultures. Au Mexique déjà en 88, c'est-à-dire que 2 ans à la sortie, le titre est déjà en train de devenir quelque chose de super populaire là-bas. Et je me suis souvent demandé, est-ce que c'est le gouvernement qui avait perçu le fait que ça pouvait être très utile dans le fait d'attendrir l'image des militaires, ou alors est-ce que c'est un élan très organique sur la propre musique? Toujours est-il que ça reste un titre mythique, et que contrairement à ce que Shakira vous raconte, quand elle a vu les gens marcher dans le clip là, et qu'elle a entendu Waka Waka, et qu'elle s'est dit que ça voulait dire qu'ils marchaient, non, ça ne veut pas dire ça. C'est bien une petite histoire assez banale tissée autour de militaires qui ne dit pas grand chose, effectivement, quand on l'entend comme ça, mais qui dit énormément de choses sur ce qui se passait au Cameroun et sur l'impact énorme que ce groupe-là a pu avoir sur la population camerounaise au-delà de Shakira, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient d'ailleurs remixé même cette chanson en rap, on leur avait pas demandé plusieurs années après. Vous qui avez contribué à décrisper en quelque sorte l'image du militaire autoritaire en déchaînant la scène musicale dans la troupe des Angalewa. Racontez-nous un peu l'aventure. Oui, nous sommes dans l'orchestre, inclus dans l'orchestre de la garde présidentielle, qu'on appelait à l'époque les Golden Sound, la garde républicaine. Ça commence par la garde républicaine, puis en plus, plus tard, la garde présidentielle. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette petite analyse sur le sens profond des tubes africains. Bien sûr, je veux qu'on se rassure tous, le choix me fut difficile, c'est-à-dire que j'avais plus de 22 pays sur ma carte avec les petites histoires. J'en ai choisi 3 parce que je me suis dit que c'est des histoires qui seraient plutôt bien pour commencer ce format sur la chaîne, mais il y aura bien évidemment d'autres épisodes aussi bien tout en haut de l'Afrique que tout en bas de l'Afrique,
comme là en Afrique du Sud. L'essentiel était ici de montrer que très souvent, et c'est une vision qui m'agace d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo, pour être tout à fait honnête. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui ne percevait pas la subtilité et c'est pas une personne non noire, c'est une personne noire qui ne comprenait pas la subtilité de certaines chansons. Et je me suis dit non, il faudrait quand même qu'on prenne conscience que oui, on n'est pas juste une espèce de bloc monolithique, non, les histoires sont toutes différentes, particulières, et elles racontent toutes certaines choses de notre histoire, même quand ce n'est pas ouvertement politique comme Solomon Linda, même quand c'est politique comme Indépendance Cha-Cha, vous voyez qu'il y a un gros relais politique avec l'histoire même de la rumba congolaise, et même quand ça s'acoquine de coups de hanche, de coups de rein et de coupe du monde festive, on retrouve là un pan de la politique et de l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire que ces tubes africains qui sont connus partout et qui parfois sont dénaturés de leur essence, ont toujours une essence. Et bien évidemment, je compte vous parler de bien d'autres chansons. En attendant, nous arrivons à la fin de cette analyse. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'historique de ces différents tubes, aussi bien avec Mobube et ce qui a pu être fait, le fait qu'on lui ait volé sa chanson, mais que finalement ça a quand même malgré tout créé un vrai mouvement musical dans la manière dont le chant est fait en Afrique du Sud et qui parcourt toujours jusqu'à nos jours. Le fait qu'on retrouve malgré tout un truc un peu similaire avec Indépendance Cha-Cha au Congo qui a été une portée politique dans un mouvement African Jazz qui a porté d'autres avec TP OK Jazz, avec des Taboulé, avec des François Luambo qui vont inspirer d'autres comme des Papa Wemba, Koffi Olomide ou encore Fally Ipupa et Ferregola qui ont encore du succès en descendant de cette idéologie-là de nos jours. Et bien sûr, maintenant vous savez que ce n'est pas Zamina Mina mais c'est Zaane Mina Mina et que ce n'est pas Anawa AA mais Anawam AA que vous chantez quand vous chantez la chanson de Shakira qui est donc cette petite comptine que les Golden Sound ont créée, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait la comptine pour pouvoir la chantonner entre eux, qui a aidé à démocratiser, humaniser l'image même du militaire camerounais qui était très mal vu après la tentative de coup d'état dans les années 80. J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que vous aurez aimé ce petit format. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si on ne se retrouve pas avant Noël, parce que Noël arrive, là je sais pas quand je tourne, je sais pas si vous allez voir la vidéo avant, pendant, vous allez certainement voir la vidéo avant ou pendant Noël, mais en tout cas, quel que soit le moment où vous la voyez, passez de très belles fêtes et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.